Eh ben, en fait, vous allez mourir avec vos frères et sœurs consanguins, tout simplement. Alors ça, c'est... Bam, Il y avait... bam. Mais non, mais nul. Non, mais c'est... Mais attends, on va d'accord. venir sur l'école. Et bah, je suis trop content d'attaquer le 8e épisode de chez Kevin Razi, toujours à mes côtés. Docteur Hamza, merci d'être là, je suis trop content. La fine équipe, Mani est sur le canapé, ma chérie Gaëlle derrière la caméra. On a Farajou, ajoutez-la sur Instagram. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je veux dire ça toutes les semaines jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui arrive. Mourad, le showrunner qui est là, au son. On a des micros, on est content. Il y a des bonbons, des chips. On est en famille. J'ai trop de choses à vous raconter, trop de choses à discuter avec toi, Hamza. Déjà, juste pour dire que j'étais au festival Drôlement Bien d'humour à Besançon. Je suis le directeur artistique. Moi, je n'ai pas fait grand chose, j'avoue, là-dessus. Je ne vais pas m'attribuer tout le mérite. Force ANG Production et à Hamid Assela. Non, juste pour dire que j'étais là dans le jury des tremplins des jeunes talents et il y a des gens qui étaient vraiment doués. Et parmi les humoristes, il y en a un qui n'a pas joué microté. Ils étaient tous micro-mains. Il y en a un qui n'a pas joué microté. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait c'était samedi et comme il faisait Shabbat, et ben du coup il a dit je vais jouer sans micro. Ça m'a fait gaulerie et il a assuré en plus. Franchement il a assuré et ça a été un de mes coups de cœur. Donc force à toi, bravo à toi mon petit Ethan. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous pouvez nous suivre partout. Comme d'habitude, on est en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Allez-y, sur YouTube, abonnez-vous à fond. Cliquez sur la petite cloche parce que je ne sais jamais quand je lâche les épisodes. Parfois, c'est le mardi à 18h30, parfois, c'est le mardi à 21h. Parfois, tu ne sais pas pourquoi, c'est un jeudi à 15h. Donc, la cloche, c'est ultra important. Et j'ai même créé un truc, je vous le dis maintenant, qui s'appelle Rejoindre. Rejoindre, c'est quoi ? Ça vous permet de rejoindre la chaîne, de nous soutenir, de nous permettre d'avoir une certaine indépendance, qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait chaque semaine. Et vous avez accès à du contenu exclusif et la possibilité de pouvoir discuter avec nous sur des lives dédiés, où on fera des petits lives comme ça, où on n'aura que les gens qui nous ont rejoints dans la communauté, qui se sont abonnés à la chaîne. Donc ça y est, on a lancé le truc. Si vous voulez le faire, voilà. Pour l'instant, il y a son père. Donc pour le coup, c'est pour ça que mais je n'avais pas communiqué là-dessus. Donc là, c'est la première fois que j'en parle. Quand vous allez sur la plage de YouTube de chez Kevin Razi, vous cliquez sur rejoindre et puis voilà, si vous voulez soutenir, ça nous permettra de continuer d'avancer, de faire nos petits programmes et en plus de ça de créer une proximité. Si vous avez, je sais pas, par exemple envie de revenir sur un truc qu'on a traité ou nous suggérer des sujets, et ben ce sera le moment, on fera un petit live entre nous comme ça. Voilà. Plein de réactions sur le dernier épisode qu'on a fait et notamment la masterclass de Monsieur Hamza sur la culture du viol. Alors merci à tous les messages que j'ai reçus, ça me va droit au cœur. On en a eu plein de réactions en commentaire. On a eu un programme d'utilité publique d'éducation populaire pour toutes les personnes victimes. Livre de Corinne Auroy et J'ai choisi de vivre, une aide pour se reconstruire. Ça, c'est Joanne qui nous écrit ça. Il y a Vince The Low qui dit quelle masterclass la partie sur le MeToo stand-up. Quel bonheur de voir des mecs connus s'exprimer aussi précisément sur le sujet et publiquement. T'es connu, frère, t'es connu. Bravo et merci, ça me donne un peu plus d'espoir en tant qu'homme d'espérer que des mascus voient cette vidéo et peut-être se remettre un peu en question. C'est dommage d'avoir besoin que des hommes expliquent à d'autres hommes le féminisme, mais malheureusement, je crois que c'est pour beaucoup. Et il y a la suite du message, mais ça s'arrête là. Et on a Maët qui dit « Merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai été agressé sexuellement à 7 ans. J'ai fini par porter plainte presque 10 ans après. J'ai enduré les procédures, etc. Tout ça pour que la justice déclare qu'il y a non-lieu. J'ai envie de hurler, de crier, de témoigner, de m'exprimer. Et oui, je pourrais basculer du côté sombre. On dirait qu'il nous pousse à ça, le meurtre. Mais au final, ce seraient les agresseurs qui gagneraient parce que tuer quelqu'un ruinerait encore plus nos vies. » Il y a eu pas mal de messages durs. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment le... Déjà, en toute honnêteté, c'était super touchant. Honnêtement, enfin, je veux dire, c'est même pas pour faire d'exagération. C'est ce que nous, on a dit. Enfin, je veux dire, c'est banal dans le sens, c'est normal, c'est la moindre des choses qu'on dit ça. Ouais. Et franchement, je conforte vachement les commentaires qui disaient ouais, enfin qu'on entende ça. Ben, je dis ouais. Pour moi, j'arrivais pas à visualiser ou à réaliser que c'était aussi rare et donc forcément aussi nécessaire. Je suis vachement touché par les commentaires de témoignages où je sais ce que ça signifie de le dire. Je sais ce que ça implique de devoir de témoigner de ce que tu as vécu, parce que tu te sens mal pour toutes ces raisons qu'on avait évoquées.
Et je suis d'accord que franchement, si on est dans un soutien à 100%, ce qui est notre cas, ah mais oui, je suis même pour qu'on soit à 200%, à 3000%, parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Je sais qu'on n'en fera jamais assez. Et moi, c'est ma conviction, ma certitude, c'est qu'on n'en fera jamais assez. Ça, c'est qu'on soit sûr de ça. Et aussi, j'ai aimé, il y a vraiment des commentaires qui sont allés même pour donner des détails, pour expliciter, parce que vous imaginez bien, vous le comprenez, qu'on peut pas, on pourrait éventuellement faire des trucs très longs, hein, mais on peut pas tout développer, je peux pas faire toute une explication sur la culture du viol, puis ensuite sur le système éducatif, puis sur le patriarcat, ses déclinaisons, ses variétés, puis aussi expliquer les mécanismes qui font qu'au niveau de l'agressivité, ça a lieu, les mécanismes de victimisation, ce qu'on appelle même la victimologie, le problème pénal, et aussi même la question de quelle réflexion sérieuse on doit avoir sur les lois. Parce que par exemple, il y aurait deux canaux, je le dis balance comme ça d'un coup, j'ai deux missiles dans ma tête. Dans ma tête, il faut que je les balance. Mais parce que sans déconner, si on veut prendre les choses au sérieux sur ce point-là, tu as deux possibilités. Soit tu fais un truc très flippant, je dis la vérité, hein, c'est très flippant, c'est qu'on fait une inversion de présomption d'innocence sur ce sujet-là. Donc, et là, coupable pour tout et là, ça devient très violent. Mais honnêtement, les statistiques, elles font flipper. Faut provoquer un peu, on va faire un électrochoc. Donc je dis non, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais attendez, on se calme, on va voir la deuxième proposition. On chauffe le truc. La deuxième, c'est la question de seul cas d'exceptionnalité dans la loi où la légitime défense va être très étendue sur les questions d'agression sexuelle et d'agression tout court faites aux femmes. Et à ce moment-là, en fait, c'est là, en plus, c'est à moins d'ambiguïté parce qu'on est aux limites du flag. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est une intervention directe. Ça invitera d'ailleurs beaucoup plus, probablement, les femmes à chercher à mieux se défendre, à structurer leur défense, et on fera ça de manière assez carrée, et de sorte à ce que, littéralement, quand il y en a un, il va venir avec de grosses blessures, il va dire « Ouais, elle m'a agressé ». Il dit « Non, mais il m'a violé, en fait. Il a essayé, en tout cas ». Et donc, là, à un moment donné, on va commencer à mieux rejouer cette question, et ça touchera à la fois la question des agressions directes faites aux femmes, mais aussi les violences conjugales, etc. Et le pire d'entre eux, justement, c'est les féminicides. Mais bref, je balance comme ça exprès de ça, mais ça implique une vraie réflexion. Comme on l'a dit, c'est non seulement une question pour tout le monde, mais c'est que tout le monde doit prendre sa part de réflexion dans ce sujet-là et ses solutions. C'est-à-dire que là, il faut qu'on trouve des vraies solutions. Voilà, on ne va pas se contenter simplement d'être indigné. Voilà. Ah, bien vu. Totalement, carrément, on pourra mettre... Mais rien ne nous empêche de faire des petits épisodes hors série thématisés, ou même... et on pourrait même... voir si on recevrait pas une personne qui mène ce combat, qui a des choses à dire aussi, qui pourrait nous abreuver, etc. Ça peut être intéressant. On commence avec notre petite news HMD, alhamdoulilah. Le Cap-Vert, d'ailleurs, j'embrasse mes potes capverdiens, Mike, Tavares, on est ensemble. Le Cap-Vert est le 3e pays d'Afrique à éradiquer le paludisme après l'île Maurice en 1973 et l'Algérie en 2019. Mes deux pays, je suis très content. L'archipel a fourni la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques a été interrompue à l'échelle nationale pendant au moins 3 années consécutives. Voilà, je trouve ça cool. C'est impressionnant. Bah ouais, c'est difficile. Hein. C'est une plaie. Quand tu vois l'Algérie 2019, c'est que c'est difficile. Hein. Bah ouais. Et je crois qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas réussi. Du coup. Bah ouais. Ah non, donc c'est méchant le paludisme. Le Cap-Vert, bravo à eux en ce moment, sans faute. Entre ça et à la Coupe d'Afrique des Nations, ils déchirent tout. Je crois que c'est leur année. Il y a un truc en revanche que je voulais attaquer avant d'avoir les petits mezzés, les entrées c'est une nouvelle séquence, les mezzés, c'est voilà, on picore, tu sais au Libanais, tu vois, les mezzés, les sambousseks, c'est ce que je préfère. Ouais, il y a quoi d'autre? Sambousseks, il y a les falafels, voilà, tout ça, voilà. Tout ça, et voilà, on doit avoir des petites mezzés d'infos qu'on va avoir, mais juste avant, c'était ma petite humeur du jour. J'ai été estomaqué par le verdict du rendu sur l'affaire Théo. Tout le monde en a entendu parler, hein. Ce jeune gars qui s'est fait arrêter par les flics et qui s'est retrouvé avec son arrestation, c'est très mal fini parce qu'il a eu une matraque enfoncée dans l'anus sur 10 cm, c'est en 2017. Finalement, le gars en question a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Et les 2 autres policiers sont condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Toujours avec sursis. Donc en gros, ils purgeront pas de peine en prison derrière les barreaux, quoi. Ils seront en sursis. Et j'ai une question, et du coup, ils sont toujours flics ? Et du coup, ils sont toujours flics. Ça, je sais pas. Je sais pas s'ils auront le droit d'avoir une arme. Je crois qu'il y en a peut-être certains, je crois qui. Visiblement. Juste pour un laps de temps, ouais. Mais visiblement, ils ont pas besoin d'armes. Comment ? Pour faire des tu trucs dis quoi, sales, Mourad ? en fait. Pendant 5 ans, ils peuvent pas exercer. Ouais. C'est tout. On va vérifier. C'est tout. Ça va. Hein, d'accord. Ils peuvent faire autre chose. Génial.
Moi, franchement, j'ai envie de dire, ça fait la boucle. Hein. C'est encore une fois la boucle qui est bouclée. Pour ceux qui connaissent un petit peu les cours d'introduction qu'on a toujours en fac de droit ou fac de sciences politiques, ou même de manière générale, on aime bien répéter la phrase de Weber qui disait que l'État se définit comme étant le détenteur du monopole de la violence légitime. Tu vois, et en fait, en gros, littéralement, je me souviens, c'est même un de nos profs qui nous dit ça, c'est quoi la différence entre un gars qui est en pleine rue, il vous braque avec son arme, et donc que ce soit un malfrat ou la police, bah, c'est l'État. C'est qu'en fait, il y en a un, bah, il a l'attribut de l'autorité publique, comme on dit, de l'État. C'est pour ça que concrètement, et je ne suis pas le premier, et vraiment pas le seul, à dire que il est absolument nécessaire qu'un policier, quand il fait usage de la force, lui-même, il doit avoir des états d'âme, trembler, réfléchir, parce que c'est un citoyen qu'il sert, même si c'est un citoyen hors la loi, ça reste quand même un citoyen qu'il sert, sur lequel il va exercer cette force. Et ça, faut le prendre ça très au sérieux. Ouais. Et là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des polices qui ont désarmé leurs agents. Ouais, bien sûr. Mais on a vu que là, malheureusement, ce qui est affreux... En fait, là, c'est même pas une arme à feu. C'est ça, en fait. Et c'est là que tu vois, franchement, c'est l'ignoble illustration du problème de violence. Ouais. Pardon, non, mais... Je t'en prie. Non, je voulais juste dire, on a un problème aussi, c'est que si on continue de juger la police par d'autres policiers... Ouais, je pense à l'IGPN. On fait jamais ça normalement. C'est très compliqué, quoi, tu vois. Sinon, c'est parti à l'école. Hein. Faisons autocorrection. C'est avec ça. Une moyenne faite par les propres élèves. Allez-y. Ouais, c'est ça. C'est des fous, quand même, ce système-là, il marche pas du tout. Et le problème, c'est que ceux qui empathisent déjà. Bon, t'as les citoyens, t'as aussi les bons flics qui sont dans la merde. Je me permets de dire ça parce que moi, j'en ai dans mon entourage et dans ma famille. C'est pour ça que je dis ça. Et de continuer d'entretenir une police aux racines pétainistes. Bien sûr. Et ça continue t'obtiendras des altercations de plus en plus violentes. On fera un sujet sur l'origine de la police. Ouais. Je ne vais pas en parler maintenant. Ouais. Et il y a un autre truc dont on ne parle pas, c'est pour ça que je me permets aussi de parler de l'autre côté, comme j'en connais, comme j'en ai dans la famille. Le taux de suicide dans la police est désastreux, il le cache très souvent. Oui, bien sûr. Le nombre de policiers qui se suicident avec leur arme de service, etc., c'est pas rien, c'est symboliquement en plus. Personnellement, bien sûr. Ouais, tu vois. Bien sûr. Et parce que les conditions, elles sont pétées, et ça, tu les dois à qui ? L'État qui ne met pas l'oseille là où il faut. Et puis surtout, comme on parlait de ces origines racistes qui découlent, qui sont bien ancrées et qui provoquent des violences. Enfin bref, Gérald, on ne te félicite pas là-dessus. J'ai vu un message, d'ailleurs, big up au compte Les Répliques, qui ont le chic de sortir les meilleures réponses, les meilleures punchlines par rapport à l'affaire Théo. Il y a quelqu'un qui a dit... qui a cité l'avocat général. Vous allez peut-être penser que ces peines peuvent paraître dérisoires, dit l'avocat général Maître Pajot, dans un pays qui a enfermé des gamins sans preuve durant 4 ans et infligé du ferme pour vol l'été dernier. C'est pas seulement dérisoire, c'est raciste, violent, indigne. Franchement, voilà, c'est tout. Ouais. C'est QFD, parce que encore une fois, là où on a un problème, et là il va toucher toute la question à la fois politique, et c'est la question de l'exemplarité. C'est-à-dire que et là je parle surtout à ceux qui sont à fond soutien force de l'ordre, etc. Si vous êtes réellement dans un soutien des forces de l'ordre, si vous croyez vraiment, parce que c'est chose dont on peut débattre, que la police, nécessaire, comme elle est faite, etc. Ok. Alors vous n'avez pas le choix, sous peine d'une extrême malhonnêteté, vous n'avez pas le choix. L'exemplarité, et l'exemplarité, c'est l'extrême sévérité particulière en vertu de la responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, une personne plus responsable est forcément plus punie lorsqu'elle faute. C'est un principe de base. J'avoue. Sinon, elle est moins responsable. Ouais. C'est tout en fait. C'est littéralement ça. C'est vrai. Et là, effectivement, ce qu'a dit l'avocat général, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que on a fait des sanctions. J'ai pas envie qu'on débatte là-dessus. Non, trop probablement. C'est une folie. Mais concrètement, sur ce qu'on a fait justement sur les émeutes, etc. Mais concrètement, le minimum, c'est qu'ils soient complètement démis définitivement de leur fonction. Le minimum, c'est qu'ils fassent bien entendu de la prison ferme, parce que c'est prévu dans ce qu'on appelle l'esprit des lois pénales, à savoir que lorsqu'il y a une atteinte au corps et aux personnes, eh bien en fait c'est toujours plus grave qu'une atteinte aux biens, hein.
Ouais, il faudrait peut-être le rappeler, ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est vraiment troisième chose, c'est vraiment cette question de l'exemplarité. C'est très grave pour les policiers eux-mêmes de savoir en fait qu'on ne fait rien aux voyous d'entre eux. Ouais. Parce que là, ils se disent, du coup, tu les amalgames. Bah ouais, et ça leur retombe dessus. Ah, mais littéralement. Oui, bien sûr. Littéralement. Il y a Siam Asbag qu'on embrasse qui dit ils lui ont volé sa jeunesse, l'ont marqué à vie, mais s'en sortent grâce à l'infâme justice de race et de classe. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Peut-être enlever le mot justice du coup. Bah ouais. Voilà. Et t'as Ilyes Ramdani qui dit du sursis pour une vie abîmée, pas un jour en prison malgré la brutalité des faits. À défaut d'une peine exemplaire, il restera de ce procès la dignité de Théo et sa force. Bah il en faut de la dignité. Parce qu'il expliquait, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai des séquelles à vie. Des séquelles physiques liées à l'incontinence, etc. Sans parler du psychologique, des séquelles physiques. La vérité, c'est un truc de malade. C'est un truc de 10 cm. Mais sérieusement. Mais il y a un côté sadique, etc. Enfin, comment tu peux sans faire exprès? Non, franchement. Jamais. Non, mais là, on revient sur les bons vieux poncifs sexistes aussi. C'est les mêmes. Non, mais elle était là, on jouait. Non, mais elle a pas forcément dit non. Et puis non, mais c'était en tout bien, tout honneur et tout. Non, mais. Laisse tomber. Ignoble. Vraiment ignoble. On va se faire un petit mezzé, les petits mezzés en entrée avant de commencer nos thèmes un peu plus costauds, avant de commencer le plat de résistance. Mike Maignan, gardien de l'équipe de France, gardien du Milan AC. Il a poussé un coup de gueule. Pourquoi ? Parce que il a fait un match face à Udinese en Serie A, donc Calcio, le championnat de foot italien, et il a eu des cris de singe. Tiens, c'est étonnant, ça arrive jamais d'habitude. Et en fait là, ça devient un peu relou. Donc il a voulu se tirer du match pendant 5 minutes, ça s'est arrêté, etc. Finalement, il est revenu et tout. Et en fait, lui, tu vois, il a fait un tweet où il expliquait que on fait des campagnes, des publicités, des protocoles, mais rien ne change. Et aujourd'hui, c'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités. C'est un combat difficile qui va demander du temps et du courage, mais c'est un combat qu'on gagnera. Olivier Dacour, ancien footballeur international français, avait dit d'ailleurs dans une interview, il rebondissait sur un documentaire qu'il a fait et il a dit ce truc très intéressant. Il a dit si tu enlèves les footballeurs, il n'y a plus de football. Et s'il n'y a plus de football, il n'y a plus de médias sportifs. Et s'il n'y a plus de médias sportifs, on n'embauche plus de journalistes. Et il y a toute une chaîne qui s'effondre. Et tout l'argent qui va avec, les sponsors, etc. etc. Donc tout part des footballeurs. Et il disait, à partir d'un moment où on voit qu'on n'est pas respecté, parce qu'il dit c'est bien beau d'avoir des bracelets say no to racisme sur le maillot, etc. Tu crois que les Cisra, quand ils voient le maillot, font il y a écrit say no to racisme. Bah vas-y, je vais arrêter d'être raciste. Bah ouais, ça c'est clair. Et donc, en fait, il y a un moment où, moi, à titre personnel, j'ai jamais compris pourquoi, mais après, j'ai eu un débat avec des potes, ils m'ont dit, bah non, Kevin, tu peux pas réfléchir comme ça. Je disais, j'ai jamais compris pourquoi les joueurs de foot renois, ils continuaient d'aller en Italie. Mais après, j'ai des potes qui m'ont dit, bon, bah, frère, tu sais, quand t'as l'Inter de Milan qui t'appelle, quand t'as Milan AC qui t'appelle, dans ta carrière de footballeur, tu sais que c'est des gros clubs qui jouent la Ligue des Champions, etc. T'as envie d'y aller. Mais je me suis dit, putain, imagine si tous les joueurs renois, ils décidaient de dire, on a que des cris de singe là-bas. C'est une constante. Venez, on se dit, on arrête tous de jouer. Frère, le championnat, il n'y a plus rien. Je dirais mieux, c'est même tous les joueurs. Et normalement, tous les joueurs. Ouais, en vrai, normalement, tous les joueurs. Mais il y en a, ils s'en battent les couilles. Même, en tout cas, non italiens. Ouais. Parce que là, tu vois, là, c'est intéressant. Oui, parce que, parenthèse, dans le club de Mike Maignan, il y a Olivier Giroud qui est français, il y a Théo Hernandez aussi. Donc, il y a des Français. Donc, tu vois, eux, ils étaient là en train de le prendre dans les bras, tout ça, le soutenir. C'est vrai que, ouais, tu te dis, si tout le monde se dit, bah, nous, on arrête de venir en Italie parce qu'il y a trop de Cisra, bah, là, les gars, les tribunes, ils vont les nettoyer parce qu'ils peuvent le faire. Hein. Ils l'ont fait en Angleterre. Oui, c'est vrai. On l'a fait avec les Boulogne Boys au Parc des Princes. C'est vrai. Ça se nettoie, hein. Ça, ils le savent. Ils ont des caméras, surtout aujourd'hui. Ouais. Mais il faut dire la vérité. En fait, après, pour aller un peu plus sur le fond, sur la question même, chose qu'on abordera un peu plus de détails, mais une autre fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours se dire, par exemple, les mécanismes du racisme ou les mécanismes d'harcèlement aussi, parce que c'est à peu près la même chose sur le bullying quand on en parle de manière générale. Faut jamais perdre de vue que en fait, qu'il y a une double dimension collective. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une dimension collective de ceux qui font ces cris de singe, tu vois, en gros, avec un effet de groupe,
un effet d'entraînement, un contexte favorable, des trucs toxiques où ils se retrouvent, les gars, ils ont l'air visiblement de s'emmerder un petit peu et d'avoir du vide dans leur existence nihiliste, etc. Mais tu as aussi une mécanique collective concernant les victimes, c'est-à-dire que justement l'isolement de la victime, parce que la petite tape sur le dos de oui, t'inquiète pas, on est avec toi. Non, non, les gars, vous êtes tous concernés en fait. Mm. Et si vous avez ce sentiment-là que c'est pas le cas, c'est que c'est aussi un problème. C'est Tu vois, il y a vrai. vraiment ce truc-là, parce que C'est vrai là, que les autres joueurs ouais, aussi doivent, même les joueurs, parce mais qu'il y a oui, des noirs aussi dans l'équipe du tout Nunez. le monde doit quitter le Ouais, stade. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, c'est déjà arrivé, ouais, mais non, mais là, faut y aller fort en fait. Faut ouais. vraiment y aller fort parce que c'est les C'est pas mêmes. style, ah mince, ils sont contre lui, Ouais, c'est je humainement, en suis fait. avec lui, je le soutiens. Ben, soutiens-le pour de vrai, en fait. Et faites-le tous ensemble, parce que c'est qu'à un moment donné, ils sentent, déjà, ça crée un davantage de malaise, parce qu'on n'en aura pas forcément au maximum, Mm. mais davantage de malaise dans cette mécanique raciste, de voir que, ben, tout le stade, tous Mm. les joueurs se barrent. Mais ouais, on se barre tous. Et vous recommencez, on recommencera. Et de deux, pareil, par rapport à la question, tu sais, les programmes sur la lutte contre le racisme, parce qu'il faut aller, moi je trouve que c'est important d'aller aussi dans le fond. C'est-à-dire de se dire, mais comment on arrive à dire des conneries pareilles et de se faire encore des trucs comme ça en 2024? Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a tout un taf à faire. Mm. Ça va, les amis, c'est pas comme si les joueurs de foot solidaires n'ont pas des millions, quand même, un petit peu en poche. Ils ont quelques euros à tenir, Je hein, pense, c'est hein. jamais... Du coup, en termes de programme éducatif, peut-être les faire voyager dans les endroits où justement ils croient qu'il y a des singes, tiens, pour voir, histoire de qu'ils comprennent un petit peu bah finalement, ça dépayse, mais c'est plus que ça. Parce que c'est connu ça, de les confronter à une réalité, comme on dit, c'est l'empathie par les faits. C'est-à-dire, tu te retrouves à voir des gens que tu avais l'habitude en fait d'animaliser, de fantasmer, de caricaturer. Bah là, en fait, quand t'es limite contraint à leur accueil, à ce qu'ils t'accueillent. Ah, crois-moi, ça remue, hein. Ah, donc toi, Ça tu secoue, penses hein. prendre la poignée de supporters à chaque fois, machin, et de faire Ouais. des programmes Mais littéralement, de ça voyage, se réfléchit. Mais je pense qu'en plus qu'il y a des modalités qui ont déjà été réfléchies, j'en suis certain. Et que et de les d'idées, envoyer ouais. Et en... vas-y. Ah, ça Bah serait ouais, tu vas voir comme intéressant, ça, ouais. tu vas te Ça poser. coûte. Parce que ça, c'est vrai. Peut-être que ça pourrait être une putain de grosse amende pour le club et qui, en Allez, mon plus gars, de ça, finance. contraint Ouais. de payer ces voyages-là de Parce que sensibilisation. ça s'invente pas. En fait, le truc, c'est que il y a ce dicton qui dit les gens demeurent des ennemis tant qu'ils s'ignorent. Et en fait, et aussi l'autre dicton qui fait, en fait, l'être humain a toujours tendance à mépriser ce qu'il connaît pas, ça lui fait peur, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, et encore une fois, quand on dit ça, c'est pas des excuses au racisme, hein, qu'on soit clair, hein. Mm. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de comprendre, parce que c'est pas, ça doit pas continuer. Il faut pas que ça continue, ce genre de truc. Ah non. Et je suis convaincu, je pense que c'est rationnel et logique, Mm. de dire qu'on peut intervenir sur ça, on peut neutraliser ce genre de truc. Ouais. Et qu'il y a effectivement l'effet sanction, Ouais. ça donne ses effets, mais il y a aussi l'effet éducation. Et je pense qu'il faut l'un et l'autre. Et Ouais, il faut ouais, investir totalement. l'un comme l'autre. C'est vrai. Il y a Shinobu Takeru sur X qui dit Force à toi, Mike. 2024, on parle encore de racisme. Je crois qu'on n'y arrivera ouais, jamais. Les ouais. abrutis se Si. reproduisent entre eux. C'est vrai. Save32 qui dit il a bien fait. Il faut s'indigner du racisme et des discours haineux. Le milieu du football est aussi gangréné, mais c'est à cause des acteurs du débat public qui cautionnent et banalisent la haine. C'est vrai. C'est vrai. On reste dans le football, dans les mezzés. Là, il y a le président du Suriname qui s'est auto-sélectionné en équipe nationale de foot. Voilà. Trop fort. Le gars, il a 51 ans, je crois, un peu plus. Il s'est dit, vas-y, il faut que j'aide. Ouais, pour ça, Il s'est mis dans l'équipe. il faut qu'il- Ouais. Momine, il dit, tonton pense qu'il est encore dans sa jeunesse. Oui, parce qu'en plus, sur la photo, tu vois, il a son petit bidon de bière et tout. Un vrai cleuon. Il y a Antoine Bayel qui dit sa prestation avait été aussi grossière que son bide. Oh, le physique tout de suite. Angie Angbay 25 qui dit le règlement n'interdit-il pas de disputer des matchs au-delà du 6e mois de grossesse? C'est très bien. Et il y a méchant. Hustler Mindset qui dit la dictature à son état pur. Ah bah il s'est servi. Il s'est servi, écoute, ma foi. Mais c'est drôle. C'est très drôle. Tu sais que Kim Jong-un, je pense qu'il serait capable de faire ça pour le basket. Lui, il est fan de NBA. Ah ouais? Il aurait été capable d'aller dans la... Ouais, c'est pour ça qu'il est pote avec Rodman et tout. Il avait fait venir Dennis C'est Rodman. Il est fan de NBA. Fan des Chicago Tu sais ce Bulls. qu'on apprend à l'école, il paraît, j'ai essayé de vérifier, mais il paraît que c'est vraiment vrai, hein. Vérifiez-le quand même, mais je pense que c'est vrai. Le truc de, ils enseignent aux écoles nord-coréennes que Kim Jong-un ne fait pas caca. Ah, je crois. Ouais. Alors, dès qu'on dit caca, Farah, ça y est, on l'a ouais, gagné. non mais c'est un truc de fou. Ah. T'as des délires, t'as des bails comme ça, c'est ouais, vas-y, ouais. Attends, le saviez-vous Kim Jong-un ne se déplace jamais sans ses selles? Des Ouais, ça c'est encore un autre délire. Ah ouais, bah, Ça, c'est encore un autre délire. et en plus, Donc, du coup, il le fait, mais visiblement, mais je crois qu'à l'école, vraiment, il semblerait, peut-être que c'est lui ou peut-être c'est son prédécesseur, mais il y avait vraiment un délire à l'école. Il disait non, mais non. il ne le fait Kim, pas. Bah, de toute façon, il ne fait pas caca. Ah, mais c'est Soyons possible. certains. Mais en tout cas, il se Donc, déplace avec ses
C'est celles parce Ouais. qu'elles ne peuvent pas être à l'abandon. Ils se déplacent avec ses propres toilettes. Mais il y en a plein qui font ça. Mais il y a un dans bail comme ça, ouais, même Ouais. Staline avait un truc, Ouais. Staline avait un truc comme ça. Chelou. Et on reste dans le sport, on va finir le mezzé là-dessus. Le combat, Cédric Doumbé, Baki. Je veux pas dire son nom en entier parce que je le maîtrise pas. Je sais pas si tu sais le dire. C'est Baye Sangour, Shamsudinov, je crois. Ah oui, oui, ok. Attends, je regarde si. Je crois que je l'ai bien dit. Baye Sangour, Shamsudinov. T'es chaud. Putain, je suis chaud. Oh, t'es à 15, Et ben, sold out en 20 minutes à l'Accor Hotel Arena. ouais. Bon. On parle de combien de places, Morad? 20 000? 40? Non. 20? C'est du Arena 40. Non, 20, ouais. 20 000. Ouais, ouais. 20 000. Vous vous rendez compte que le MMA en France, c'est interdit il y a encore 3 ans, Ouais. 2 ans. Et là, c'est un combat franco-français C'est fou. qui remplit, et c'est pas l'UFC, qui est Ouais, la, oui, la c'est pas- franchise, ouais, qui est ouais, la tout ligue à la fait, plus tout à connue. fait, ouais. On parle de PFL. Et non, franchement, je dis, c'est ouf comment le sport il a glow up d'un coup. Je suis content, je me suis intéressé au bon moment, je crois. Mais je suis un vrai footix du MMA, mais je suis arrivé vraiment l'année dernière et ça glow de ouf. J'ai senti le truc. Il faudra qu'on Mais- parle quand même De d'arts quoi? martiaux, MMA. Machin, qu'est-ce Ah que c'est, oui, bah enfin, parce qu'on a un expert c'est parmi important nous. quand On va même, pas ça. se mentir. Parce qu'après, les gens, ils se font des fantasmes aussi sur Sur le MMA, ouais, en de, disant, de quel c'est type? l'art martial ultime, c'est ce qui est le plus efficace. Bah, On va se détendre on va un se petit peu. On va détendre. se détendre un petit peu. On va se détendre un petit peu. Parce que ça aussi, parce qu'il y a l'effet, et après c'est un effet marketing. Ouais. Il y a l'effet marketing du truc, parce que franchement, ça fait sensation. Les gens aiment bien regarder ça. Après, il y a un rapport aussi à la violence qu'il va falloir aussi interroger. Mais bon, ça c'est. Par rapport au MMA? Oui, parce que en gros, dans MMA, il y a mix martial art, Ouais, tu vois. mix martial art. Sauf que de fait, c'est plus du tout de l'art martial. C'est littéralement du sport de combat. En fait, c'est précisément, on sport de combattise des arts martiaux. Parce que normalement, comment tu définis comment art martial? L'art martial, c'est comment dire, domestiquer la violence, l'harmoniser et l'arranger pour en fait défendre soi-même et autrui. Tu vois, ce qui fait que en fait, c'est même précisément une gestion de l'agressivité. Même concrètement, on n'est pas agressif dans les arts martiaux. C'est on Miyagi-Do, fait mal, quoi. ouais, on fait mal, mais on n'est pas agressif. Alors que C'est Maître Miyagi. ouais, mais alors que littéralement les sports de combat, c'est une simple gestion technique de l'agressivité. C'est Cobra Kai, du coup. Ouais. C'est le mec qui veut rester que sur ses rêves. J'ai pas la D'accord. ref. Non, mais si, mais en fait, c'est pour ça que après, il y a des niveaux, il y a des grades, il y a des manières, il y a des gens qui pratiquent des arts martiaux de manière bourrine, et du coup, c'est agressif et violent. Il y a des gens qui pratiquent des sports de combat de manière super stylée et harmonieuse, comme, tu sais, en particulier dans la boxe anglaise, et du coup, c'est quasiment On appelle ça le noble Tout à fait. art. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y avait un côté d'honneur, etc., de C'était gentleman. c'était pratiqué par des riches, en vrai. Il me semble, mais il y a eu les deux, en fait. Les Il y a gens eu- peuvent, mais il y a eu ouais, les deux métiers, parce que même quand tu vois au niveau, justement, tu le vois au niveau des règles, le fait de pas frapper par derrière, etc. pas sous la ça- ceinture, pas, Voilà, on ne fait jamais. Bon, il y en a qui se sont amusés à le faire des fois dans certaines compétitions. de manger des oreilles aussi, hein. Par exemple, bon, Hein, ça, ouais. c'est On a ça- qu'à c'est isoler. pas de sa faute. Non, mais voilà, non, mais c'est un bon dossier. Je pense que c'est intéressant de le voir sur les mains, parce que les gens s'y intéressent, c'est bien, dans le sens où ils voient des arts martiaux, ok. Alors, bah, du coup, je suis obligé, parce que j'y tiens beaucoup aux arts martiaux, attention à ne pas se focaliser sur ça ressemble à ça les arts martiaux, ce sont des arts martiaux. Je pense qu'ils ont même pas la définition des MMA, hein, en vrai. Tu vois, je pense qu'ils disent, bah, frère, après, MMA. il y a un engouement, les gens ils vont y aller, c'est une etc. assurance, hein, c'est tout, hein. Ils se seraient pas là. Je te jure. On va attaquer notre premier gros thème du jour. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra, qui vient d'être nommée ministre dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Et à l'arrivée, la Go laisse tomber, hein, avec perte et fracas. Elle arrive et on apprend que ses enfants sont pas à l'école publique, comme la plupart, hein, d'ailleurs des ministres. Ils étaient à Stanislas, un lycée privé dans lequel je suis allé chercher mes résultats du bac d'ailleurs. Et un truc qui m'avait marqué quand t'arrives, il y a un endroit où il y avait écrit travail et religion. Et en gros, déjà ça t'annonce la couleur. Hein. Je sais pas s'ils l'ont enlevé depuis pour garder les subventions de l'État, mais quelques heures. Ouais. Mais en gros, elle a mis ses enfants dans le privé et première chose, elle a dit. En fait, je les ai mis dans le privé parce que dans le public, j'en pouvais plus parce qu'il y avait jamais de prof. Donc du coup, mes enfants avaient pas cours. Donc déjà la meuf, tu tires 6 balles dans le pied là. Mytho. Ouais, non. D'abord. Non, mais après, c'est vrai que ça arrive, mais du coup, ça prouve bien qu'il y a un problème. Donc voilà. Et ensuite, elle a changé de version, parce que en fait, en gros,
Ouais, mytho. Car elle a dit, ça c'est une enseignante de la maternelle qui a dit ça. Son fils a été changé d'école car, selon Amélie Oudéa-Castéra, il n'était pas assez mature pour être en public. Et c'était pas à cause des absences, comme la ministre l'avait affirmé. Il ne serait resté qu'un semestre dans son école maternelle publique. Et ce à quoi elle avait dit cette phrase qui restera dans les annales. Gravez-la fort si vous avez un jour, si vous faites cramer par votre mec ou par votre meuf, pour X raison, vous l'avez trompé ou un truc comme ça. Ou par les impôts éventuellement. Ou par les impôts, partout, c'est la meilleure phrase. Amélie Oudéa-Castéra a dit, répète, ne pas avoir menti, mais concède que la réalité lui donne tort. Alors ça, mon pote, alors ça, c'est bam, bam, bam. Il y avait Trump, elle l'a dépassé. Il y avait Trump avec l'alternative fact. Exactement. Il y avait Macron qui dit, je ne dirais pas que Stop Covid, c'était l'appli là. Mais c'est l'alternative fact. Je ne dirais pas que Stop Covid était un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, c'est l'alter. Ah ouais, et là elle est dans l'alter-réalité en fait. Ça c'est alter-réalité. Ah oui, la réalité, oui, c'est vrai. Non, mais moi je suis dans un autre monde en fait. Vous avez pas compris, c'est que je suis dans un ailleurs. Mais aussi, l'autre phrase aussi. Ouais. Je n'ai pas mis mes enfants dans le public, mais je crois en l'école publique. Tu vois, c'est croyante mais pas pratiquante. Tu vois, ah oui, croyante mais pas pratiquante. C'était bien, très drôle. C'était Guillaume Meurice qui avait dit ça. C'est génial. Génial. Bon, big up à Guillaume Meurice. On avait pas mal de réactions. Tom qui dit une ministre déjà dans la sauce et une sauce faite maison. Ça a toujours meilleur goût. Il y a Gréal qui dit elle devrait travailler chez Tefal avec autant de casseroles au cul. J'adore. Dès qu'il y a cul, moi, ça me fait rire. Alain Denis qui dit en quoi le fait d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé l'empêche de bien faire son travail de ministre de l'Éducation. C'est bon, je réponds même pas. Non, on efface. Nul. Non, mais c'est bien que en quoi t'as 10 heures. Vas-y. fais une disserte. Y a pas de. Mais non, mais nul. Non, mais c'est. Mais attends. On va venir sur l'école. École publique. Monkey dit Jonathan qui dit. Elle va rester encore ministre si elle a 1% de dignité et qu'elle donne sa démission. C'est vrai que dans d'autres pays, ça démissionne. Pour moins que ça. Vraiment. Franchement, dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons, vous rappelez-vous dans des pays nordiques, je sais plus si c'était le Danemark ou la Norvège, on a accès aux dépenses publiques de tous les députés. Il y a quelqu'un qui avait avec une députée, qui avait une députée qui avait payé avec sa carte de député et pas sa carte perso, un sneaker, c'est une boisson et un machin. Ils lui ont dit ouais, c'est 7 € et tout là, vous les avez dépensés à votre titre perso. Elle fait ouais, j'avoue, je suis désolé, je démissionne. Nickel. Franchement, je pense que là, les députés français, ils sont là, genre. Il y aurait plus de gouvernement. On aurait deux quinquennats sans gouvernement. Bah ouais. Pour ça personne. J'allais dire, il y aurait personne dans l'Assemblée, mais il y a déjà personne dans l'Assemblée. Et il y a Amine, Hadef El Oki, qui dit ce que je trouve incroyable, c'est que les citoyens en Occident ont la possibilité de changer les choses aux élections, mais ils élisent toujours des mêmes voleurs et escrocs. Bah peut-être parce qu'il y a que des voleurs et des escrocs. C'est peut-être un peu plus compliqué. Bah oui, en plus on l'a expliqué dans un autre épisode. Ouais. Je vous invite à cliquer. Un peu compliqué. Ouais. Bah en fait, je vais pas ressortir l'histoire du buffet de caca parce qu'on va se dire que vraiment on a un niveau zéro en termes d'arrivement. 70% ne veut pas y aller. Oui. Parce qu'ils ont compris que c'est du buffet de caca. Bah ouais. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on change le buffet ? C'est ça. En fait, c'est le buffet qu'il faut changer. On en parlera. Non, bah, voilà, donc en gros, moi, c'est vrai que je me disais, et on va en discuter un petit peu, on va prendre le temps, comment on peut croire une ministre qui fait tout pour que ses enfants esquivent le secteur dont elle est en charge, c'est une première chose. Et c'est vrai que si même le gouvernement ne croit plus dans ce pays, dans ses institutions, comment tu peux faire en sorte que le peuple y croit, tu vois ? Et c'est ça qu'ils comprennent pas. Et j'ai lu quelque chose, je parle sous le contrôle. Je sais pas si Mourad, tu l'as vu, toi qui fais de la veille média H24. C'est un truc de ouf, hein. Il est incroyable, Mourad. Big up à lui. Hein. Je crois qu'il a 16 écrans chez lui et qu'il regarde comme ça, c'est tout ce qui se passe. Mais non, semble-t-il que Attal songerait à démissionner déjà, ou alors c'est une rumeur. J'ai vu ça sur le tribunal du net et sur un autre truc. Je sais pas non. Jamais en fait. Ouais, il a pas le profil. De genre que le mec abandonne. Non, lui il vise la présidentielle de toute façon. Donc clairement. Éternel, ce que tu veux. Lui, c'est un petit Manuel Valls. Hein. Ouais, sauf qu'il a réussi. Non, attends, on va voir la suite. Valls, il a été jusqu'à être Premier ministre. Après, il a voulu. Visiblement, c'est un critère de. Ouais. Après, bref, on va pas parler de Valls parce qu'on pourrait faire 7 épisodes sur lui. Mais ouais, donc franchement, Amélie Oudéa-Castéra, honnêtement, je m'adresse à vous parce qu'il y a un autre. Attends, il y a un autre volet aussi. Je suis un ouf, moi. Il y a un autre truc qu'on vient d'apprendre là. Est-ce que j'ai la conversation ? La MIFA. Ah ouais, parce que là, la semaine dernière, on vous parlait dans le dernier épisode de Seker, notre belle famille, everywhere, you know. On a toutes les séries, tu sors toutes les séries. Attends, je vais vous ressortir le truc, là, c'est sur WhatsApp.
Non, parce qu'il faut savoir un truc. Yellowstone, on sort toutes les MIFA. C'est une Vas-y. dinguerie. On parlait de népotisme avec Attal qui avait mis Mais- son ex ses journées. D'ailleurs, ces journées, tu sais, on se fout beaucoup de sa gueule parce qu'il fait beaucoup de fautes de français. J'ai appris qu'il avait grandi, il est argentin, je sais pas quoi. Mais en fait, ce qui fait gaulerie, c'est que comme il parle sans accent, du coup, ça fait vraiment genre je suis teubé. Oui. Mais voilà, mais en fait, il est Pas de étranger, bol. j'ai appris, voilà. Mais vas-y, on s'est foutu de la gueule de Chalgoumi et tout ça, machin. Frère, Sans ces pitié. journées, sans T'aurais pas dû pitié. être ministre. Ouais, pas dû être exactement. ministre. T'aurais pas dû être ministre. Il y a plein de gens Ça fait étrangers qui parlent très bien français. Je suis désolé, ça tombe sur toi. Petite parenthèse fermée. Alors, il faut savoir qu'Amélie, désolé, hein, on va te faire aujourd'hui, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie que tu as choisie. Amélie Oudéa Castéra, elle a une MIF vraiment, voilà. hein, Inch'Allah, hein. Machallah. Alors, attends, il y a qui dans la famille et vous allez voir que ça, en termes de népotisme, on est C'est trop. on est Ça en dépasse. Ligue des Champions là. hein. Ils ont passé le premier tour et ils sont en 8e. hein. Alors dans sa famille, c'est le jeu de cette famille. On a son oncle qui est Alain Duhamel, de BFM TV. C'est qui chez Duhamel chez BFM TV? C'est un des animaux, un des éditorialistes. Il y a son oncle Patrick Duhamel Patrice Duhamel qui est l'ex directeur général de France Télé. Il y a sa tante Nathalie Saint-Cric qui est chez France Télé. Il y a son cousin Benjamin Duhamel qui est lui chez BFM TV. Et il y a le mari de son cousin Agathe Lambray, France Info. Attends, mari de son cousin Agathe? Il s'appelle Agathe? Non. Elle est La femme de... Ah oui, d'accord. France Info. On est sur une famille qui a trusté Et tout ça, c'est en lien avec tous les médias. Amélie. Et tout ça, ouais, quand je parle de lien, quand je dis on a son cousin, c'est par rapport à Amélie C'est ça. Oudéra. C'est ça, ouais, exactement. Qui J'ai d'ailleurs, plus le blaze. et son mari était un conseiller de Nicolas Oudéa Sarkozy. Ah ouais? Donc en fait, en gros, Mais, là, mais elle, en fait, c'est quoi son background? Elle a été joueuse de tennis professionnelle, c'est ça? Lourd. Léna, normal. Avec Macron. Elle était dans la même promo. eh oui. Elle a ton âge? Elle a 2 ans de plus. Ouais, c'est la même MIF, c'est consanguin en vrai. Et ça pose un vrai problème par rapport à attends, BFM, France Télé, etc. Ben, du coup, ça veut dire quoi? Comment ils vont réagir? Parce que tu as un membre de ta famille, tu as des membres de ta famille qui sont à la tête, enfin qui sont dans des médias La d'infos. Ils vont défendre. Bah, Tu vois, tu peux pas tacler, puis après, dimanche après, me faire un goûter. ça n'a- Ouais, c'est pas trop cool ce que tu m'as dit éditorialement. Non, là, mais, j'ai là, pas aimé. mais là, c'est la démonstration. Enfin, c'est La France, c'est c'est ultime, ça. mais sauf que là, ça, en fait, franchement, on se dit que c'est pire. Ça peut pas être pire. Vous inquiétez pas. C'est pas encore fini. On aura toujours des dégoûte, surprises de ouf. ça Mais c'est dégoûte. abusé. En vrai, arrêtez de nous faire croire après qu'on peut monter. Méritocratie, de ouais, mais non, voilà, on c'est est ça. dans Ouais. l'héritocratie. Ouais, Voilà, ouais, c'est comme ça, c'est notre système. Mais dites-le, au moins dites-le, comme ça, moi, on sait dans quel jeu on joue. Ah bah parce non, que mais la France. le problème, c'est que si tu dis ça, ça porte un nom. Ça s'appelle l'Ancien Régime. Ah bah on est Eh oui, dedans. ça s'appelle l'Ancien Régime. Ça s'appelle la noblesse. Ouais. Ça s'appelle ce qu'on appelle les culottes de nobles. Tu vois, toutes blanches, etc. Ça s'appelle les perruques. Ah, d'où les Ça s'appelle les sans-culottes, châteaux. hein. Ouais, oui, ça s'appelle les châteaux. Ça s'appelle les châtelains. Ça s'appelle les seigneurs. Ça s'appelle la féodalité. Ça s'appelle le roi qui, tellement est satisfait de gouverner pour toujours, qu'à un moment donné, il dit tiens, on prend cette terre, elle est à moi. Tu vas en profiter. Tiens, toi aussi, je vais te donner cette charge. Amuse-toi bien avec. Ah, t'as pas assez d'argent? T'inquiète pas, j'en ai encore plus. C'est délirant. Et en fait, t'as vraiment ce truc du népotisme et de la noblesse d'État, où en fait, c'est de toute façon, même encore une fois, Todd, il en parle justement par contre, dans la lutte des classes. Emmanuel Todd. Ouais, ça c'est le dernier. Ça, c'est le dernier, la défaite de l'Occident. C'est mortelissime. Mais tu l'as aussi avec le. Ah, bah, j'en ai un autre là. Ah ouais, ça serait. Ça Celui-là, va pas mal. c'est Sur un autre registre. Sociologie c'est pas mal. d'une crise religieuse. Ouais, il y en a pas Mais mal. c'est le bouquin sur la lutte des classes au XXIe siècle. Ça c'est vraiment où il montre très bien ce qu'on appelle justement les différentes strates qui se dessinent. Où en fait, comme il le dit super bien, parce qu'il aime bien le dire de manière provocatrice, c'est que concrètement, il n'y a pas de plus en plus d'inégalités en France, étant donné qu'il y a une égalisation vers le bas. C'est-à-dire, en fait, la grande majorité de la population s'appauvrit, très calmement, très gentiment, visiblement, Ah ouais. très docilement. Donc, en fait, on est tous égaux dans la merde, pour le faire clair. Ouais, l'égalité. Bah, tu sais, quand tu pars juste d'un chiffre basique, et encore plus quand on est francilien, Ouais. 80% des personnes qui travaillent en France touchent moins de 3000 balles. Ouais, c'est vrai. Et 50% de celles et ceux qui travaillent touchent moins de 1500. Ça, c'est ouf. Ben oui, tu fais tous les calculs. Tu fais, attends. Je fais des additions, loyer, ça marche, ça rentre plus. Bah C'est ouais. compliqué. Ah, Et- je te confirme. ouais, c'est chaud, hein. Ouais, grave. Et donc déjà, rien que ça, sur ce népotisme, c'est. Et parce que justement, on venait sur le commentaire. Mm. Dire que
C'est quoi le problème que une, elle a été elle aussi dans le privé, comme d'ailleurs Attal qui n'a jamais mis les pieds dans une école publique. C'est pour ça que c'est très logique ce qu'il a fait, hein, de nommer une semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui est ce qu'on appelle héritier, qui est dans l'entre-soi, etc., d'élite, machin. Parce que je sais très bien tout de suite qu'on se dit oui, tu les culpabilises d'avoir réussi. Non, pas du c'est tout. pas ça du tout en fait le truc. C'est que à un moment donné, ce qu'on attaque, c'est la question, c'est les logiques qui sont sous-jacentes à tout cela, et ensuite ce que ça présente dans les faits. Concrètement, le truc c'est que prendre une ministre de l'éducation qui n'est pas prof, ça pose déjà lui-même un problème, parce que ça sous-entend que ce qu'on a dit, on l'a dit la dernière fois, compétence. Je sais pas, j'ai un peu le sentiment, parce que évidemment, je sais pourquoi ils ont pris quelqu'un qui n'est pas forcément prof, parce qu'ils considèrent qu'on peut gérer tout comme une entreprise. Oui, t'as fait l'ENA, c'est bon. Voilà, sauf que non, l'école, c'est pas ça en fait. Et encore une fois, même sur la question du système éducatif, donc déjà après, on va aussi sur un autre registre, sur la question du symbole. T'es en train de me faire croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une compétence ministérielle, étatique, haute fonction, et qui a été également prof. On n'a pas ça dans notre tiroir, on n'a pas ça dans notre réserve nationale, dans nos talents de notre pays. Avant, on avait, justement, ça fait bizarre de dire, ça fait un peu réac, mais avant, on avait la décence que quand on mettait un ministre de l'Éducation, il avait un petit peu un rapport avec l'éducation quand même, un vaguement quand même. Pour le coup, Pape Ndiaye, il a été... Par exemple, lui, c'est plus à la fac, mais par exemple, il y avait un côté, moi je pense beaucoup à qu'on peut considérer vraiment comme un bon ministre, Vincent Peillon, qui avait même fait pas mal de réformes là-dessus. C'était pas avec Jospin, c'était... Non, c'est après, c'était un peu plus après. Faut que ça me revienne. De vieux gouvernement. Mais c'était là-dessus assez intéressant. Mais concrètement, en gros, déjà, tu as le côté, qu'on soit clair, hein, c'est une question symbolique. Hein, lorsqu'on vient, on dit, voilà, de mettre un prof, etc. Comme on dit, c'est... Normalement, sous le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Ah ben voilà, on a un vivier, ça que je vais expliquer, et c'est tout ça sur la question de la valorisation, de présenter en fait la fonction ministérielle de manière en raccord, en cohérence avec le grand poste. C'est un très gros poste budgétaire, l'éducation. Hein. Ça l'est encore pour le moment. Hein. C'est pas censé durer visiblement. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que elle qui ne met pas ses enfants dans le public. Bah alors fais pas ministre en fait, c'est tout. T'en as rien à faire de l'école publique. Vas-y, c'est pas grave. On est encore dans une vision où c'est tolérable, parce qu'après si vous me demandez mon opinion, moi je suis parfaitement contre les écoles privées de toute façon. Je considère que la publique elle n'a absolument rien à faire des écoles privées. Pourquoi ? Parce que les écoles privées c'est typiquement le lieu contre-républicain, qu'on le veuille ou non. C'est contre-républicain dans le sens le plus profond du terme. Parce qu'en fait, tu cultives l'entre-soi de ceux qui ont les moyens de se le faire. Et quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit la confession ou le système moral, parce que c'est pas que confessionnel, hein, les écoles privées, hein, c'est des écoles privées aussi pour la thune. Hein. C'est de se retrouver, c'est que non, j'ai pas envie d'être avec des enfants de smicard. On appelle ça des boîtes à bac. Littéralement. Le cours Atmer, là, par exemple, qui était pas très loin de Racine. C'était pas confessionnel. Or, justement, tu vois, quand on parlait tout à l'heure du racisme, c'est que en fait, la France, elle a investi une utopie qui, évidemment, et je viendrai sur des questions critiques, est pleine de défauts, etc. J'ai pas besoin, parce que je trouve que beaucoup de gens ont lu et découvert, par exemple, Bourdieu, qui parle de la reproduction, etc. On y reviendra aussi, mais concrètement, il y a une utopie. C'est l'idée que comment on fait pour qu'en amont, on fait en sorte que la population d'une cité ou d'un État arrive en fait à s'entendre, à vivre ensemble, à s'accorder et à partager un destin commun. Et tout cela, en plus, en stimulant l'idée de mérite. Voilà, dans les grenouilles, c'est beau, c'est du rêve. Mais on s'est dit, on a une manière de faire ça. C'est de mettre en place une éducation massive de tous, pour tous, et à égalité. Et que même, justement, si le destin, la vie, les circonstances de l'économie, machin, ont fait qu'il y a des personnes qui ont gagné plus leur vie que d'autres, eh ben c'est super, vos enfants vont côtoyer ceux qui n'ont rien à voir socialement, économiquement, religieusement, ethniquement, ce que vous voulez avec vous. Comme ça, en fait, j'ai pas besoin de vous tanner pendant des heures et des heures à vous faire expliquer vous savez qu'il existe d'autres personnes sur Terre, tu vis avec. Et on en est même des produits nous-mêmes. Où en fait, on a grandi avec des gamins portugais, des gamins maghrébins, des gamins d'Afrique subsaharienne, des gamins des Antilles, etc., etc. En fait, dans le sens où tu as une sorte de diversité. Pareil pour le confessionnel, des musulmans, des athées, des cathos tradis, des cathos qui le sont moins, des protestants, des fois que tu devines même pas, et des musulmans. Et tout ça, en fait, t'amène à ce que littéralement,
tu vis en fait une communion de réalité. C'est même plus et même à la fin on en parle même enfin c'est pas à la fin, on en parle même pas. C'est de fait, on est là, on fait cours, on a les mêmes profs qui nous font chier, on a les mêmes profs qu'on aime, on a les mêmes matières qu'on kiffe, etc. Et de fait, tu crées ce qu'on appelle une égalité de fait. Une égalité de sort, une égalité de destin, une égalité de développement. On grandit ensemble. C'est vrai. Et l'école a vraiment, et en plus tout ça avec un bon niveau. Il y avait une exigence que l'école a essayé de se donner. On faisait partie vraiment dans le monde, pour le coup, dans le monde, un des niveaux d'instruction pré-universitaire des plus poussés. Vraiment, parce que là aussi, ça se faisait pas comme ça dans le vide. Il y avait vraiment tout un travail qui devait se faire au niveau d'investissement. L'ennui, c'est que progressivement, il y a un démon qui est apparu et qui a dit « c'est une dépense, l'école. Faut arrêter de trop dépenser. » Mais jamais, dès que tu dis ça, déjà, c'est mort. Parce que c'est clair. c'est un investissement. Tu peux pas faire, tu peux pas faire d'économie sur ça sur ça et la santé, pour moi, c'est impossible. Exactement. Et comme j'ai souvent tendance à le dire, un bon hôpital est un hôpital vide et une bonne école est une école qui est à moitié remplie. Et d'où les profs sont payés triplement que maintenant. Ouais, parce que par contre, je le dis tout de suite, ceux qui s'amusent à pleurer de oui, on soutient les profs, ce qu'ils endurent, c'est terrible, Samuel Paty, etc. Parce que tout ça, c'est des vrais trucs graves. Mais concrètement, je suis désolé, je ne veux aucune de vos larmes, je ne veux aucune de vos revendications, je ne veux aucune de vos pipotages tant que vous ne triplez pas les salaires. Mais c'est pas possible. Si, je vous le dis clairement, si, c'est littéralement possible. On peut le chiffrer, on pose ça sur la table, il n'y a aucun problème. Tant qu'on traite de manière indigne les professeurs, vous ne pouvez pas attendre autre chose qu'une déliquescence du système éducatif, qu'un mépris qui va se faire naturellement, et qui se fait naturellement, je le vois avec les parents de profs, etc., les parents d'élèves, pardon, où concrètement, en fait, on le voit, qu'est-ce que tu vas parler à un prof qui est payé, mais c'est honteux comment il est payé. Ouais, on a fait un épisode de rendez-vous sur les profs, on avait calculé qu'un prof à Paris, en moyenne, il gagnait pas assez pour habiter à Paris. Mais évidemment. Mais tu sais, il faut 3 fois le prix du loyer, etc. Ouais, il aurait pu avoir... Vraiment, il aurait été mieux logé en prison. Non mais c'était le constat quand c'était fait. T'imagines un truc de dingo, sachant qu'en plus maintenant t'as des prisonniers qui font du TikTok financé. Oui. Monétisé. Ouais. On est non mais Jawad. Non, lui il est pas en prison, mais ils ont pris son exemple. Fireball. Le hibou est dans la bergerie. Non mais c'est des trucs de ouf, c'est des trucs de taré. Tu vois, des profs vont le faire, tu vas avoir un prof, il va faire un examen, je te jure. Fireball. Tu vas voir, je te jure. Solution, trouver cette solution, c'est probable à faire. C'est un truc de dingo. Et tu vois parce que en gros, j'ai envie de dire, on peut avoir des débats parce que il y a tout un débat sur la question de l'éducation. On peut poser l'idée que pourquoi l'éducation doit dépendre ce qu'on appelle en fait, on peut faire une éducation publique qui ne soit pas forcément une éducation publique d'État. Parce qu'il y a une problématique à la fois de contrôle et de système pyramidal dans le sens administratif et structurel du terme, qui n'est pas forcément favorable à la fois à la liberté d'enseignement de manière large et aussi à la souplesse que doit avoir un système éducatif efficace. Et concrètement, ce que je dis là, c'est pas des trucs chimériques. Déjà, l'université, elle le fait. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, le truc où là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Tu sais qu'on est en train de pousser davantage à une hiérarchisation au sein de l'éducation, où on fait des chefs d'établissement, des chefs de personnel. Alors qu'en fait, ils ne sont ni censés l'être et ne devraient jamais l'être. Sauf que c'est quoi, chef de personnel en fait, déjà, ils recrutent. Tu vois, en gros, c'est pas eux qui recrutent. En fait, non, jamais. Ah non. C'est le rectorat. C'est des affectations. Ah oui, c'est vrai. Je suis con, c'est les rectorats. Par contre, avec les contractuels, oui. Mais comme maintenant, justement, je vais le dire très net, c'est très pourri de se faire titulariser parce que les conditions sont nullissimes. Ouais, moi je connais quelqu'un qui est contractuel qui gagne mieux. Ouais, et tu vois, voilà, mais sauf que c'est précaire de ouf. Mais bon, aujourd'hui, à partir du moment où tu as des gens qui sont prêts à faire des livraisons pour de la bouffe à 1,50€ la course, j'ai envie de te dire, la précarité, ça y est, on a dépassé le débat. Ouais, donc concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ubériser l'école, comme on est en train d'ubériser à peu près tout, de toute façon, et on est en train donc de précariser et de fragiliser. Pourquoi ? Pour une raison simple, parce que la privatisation de l'éducation, c'est surtout générateur de très gros profits particuliers. Parce que c'est évident, c'est comme pour les transports en commun. Il n'y a jamais un transport en commun qui soit rentable. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les coûts qui sont nécessaires à la sécurité et à l'entretien sont trop astronomiques pour être rentables. Ou alors tu fais des billets surclassés. C'est pas possible en fait. Et il y a des pays qui en sont revenus de la privatisation parce que ça coûte trop cher. Évidemment, et c'est dangereux. Parce que c'est dangereux si tu refuses le coût trop cher, tu laisses la sécurité s'envoler et ça part en vrille. Ouais, c'est vrai, et là, c'est pareil pour l'école. Le truc, c'est que ce n'est pas possible. Des professeurs de niveau collège ne peuvent pas faire de l'enseignement dans une classe à plus de 25 élèves. Ça n'existe pas. Il y a des
tonnes de livres là-dessus, de toutes les langues, qui t'expliquent que le taux d'encadrement est critique. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que dans les trucs super riches ou machin, on le voit, c'est un prof, il y a 12 élèves. Et t'as le prof, il est content. Mais c'est normal qu'il est content, ils sont 12, en fait. Et dont les trois quarts, en fait, ils sont super attentifs. Ils sont là, en fait, ils absorbent, ils écoutent tout ce que tu dis. Mais encore une fois, il y a la condition du professeur qui compte, il y a la condition des élèves qui va compter, il y a la condition de l'établissement aussi qui va compter. Donc évidemment, tout ça, c'est beaucoup d'investissement. Mais et là, je le répète, encore une fois, là, ce qu'elle symbolise, en fait, elle parachève, cette ministre, elle parachève quelque chose de terrible. C'est qu'en 84, on a loupé l'occasion de mettre fin à l'école privée, parce que je le répète et je le dis très clairement, il n'y a absolument rien dans un système républicain égalitaire qui était supposé être le nôtre, qui justifie une école privée. Il n'y a rien. Oui, si le truc fonctionne, normalement... Pourquoi tu vas apprendre ailleurs? Pourquoi tu n'as pas envie de te mélanger aux gens? Pourquoi t'as pas envie d'apprendre avec des profs qui sont super bien formés, etc. C'est bizarre, je comprends pas. T'as envie d'être avec qui? Et t'as pas envie d'être avec qui? C'est chelou ton bail. Donc en fait, c'est ça l'enjeu. C'est que là, aujourd'hui, on va dans cette logique-là parce que ça va aller de plus en plus. Et concrètement, ça montre aussi que ça pose des questions à la fois pour l'éducation, ça pose des questions sur le fait que peut-être qu'il est temps que nous, citoyens, on se réapproprie l'éducation. Et j'ai envie de dire pas que l'éducation, hein, mais c'est un autre sujet. Aïe, aïe, aïe. Mais concrètement, il y a un enjeu par rapport à ça, sur le fait que là, clairement, quand tu mets quelqu'un qui ne l'est pas dans le privé, mais tu vois, ça aussi, c'est même pas un message. C'est que, mais j'en ai rien à battre du public. C'est ça qu'elle nous dit très gentiment. Est-ce qu'elle le fait factuellement? Enfin, tu veux qu'elle dise quoi d'autre? Non, mais j'y crois. Mais t'y crois que dalle. Tu crois pardon, mais je vais le dire crûment. Tu crois très fort à la paye que tu reçois en tant que ministre d'éducation. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et n'importe qui pourrait le faire à ta place de toute façon. Et là, on arrive sur la même chose. C'est que ce qu'il nous démontre, c'est que n'importe qui pourrait être à leur place. Or, ce n'est pas n'importe qui. C'est des personnes qui se connaissent bien. Et là, t'as la boucle bouclée voilà, du népotisme. Bah écoute, merci pour cette... masterclass sur l'éducation. Oui, ça. C'était synthétique. Là, c'était vite fait. C'était la mise en bouche. L'autre sujet, le dernier sujet qu'on va aborder dans CKR, c'est le réarmement démographique. C'est le terme qu'a utilisé Emmanuel Macron dans sa dernière intervention. C'était une conférence de presse. Il disait qu'on avait un problème démographique. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois, qu'on passe sous les 700 000 bébés, les 700 000 naissances dans l'année. Et donc, il dit qu'il faudrait réarmer démographiquement la France. Alors c'est vrai que le terme il n'a pas du tout fait kiffer déjà commencer les femmes qu'on dit on n'est pas un utérus hein, ça veut dire quoi allez-y les gars non mais on est dans Handmaid's Tale tu vois tout le monde parlait de la servante écarlate ils ont raison pas que je dise en anglais il est dur à dire le bordel Handmaid's Tale c'est nul non déjà en plus non mais déjà, lui, il veut qu'on fasse des enfants. T'as envie de lui dire, fais, toi, frère. Déjà, fais. Frère. Ah mince, c'est trop tard. Ah non, dommage. frère. Grave, déjà. Et puis après, j'ai vu un truc intéressant, le top 5 des motifs de non-désir d'enfant. Alors, il y en a plein. Hein. C'est vrai que la société a évolué. C'est un sondage Ipsos. Alors, tu as 50... C'est la proportion de femmes ne souhaitant pas avoir d'enfants pour ce motif qui joue un rôle déterminant. Donc, les motifs, je vais vous les donner. Il y en a 50% d'entre elles qui disent le sentiment qu'avoir un enfant n'est pas aujourd'hui indispensable à votre épanouissement personnel. D'accord. Tu en as 48% qui disent l'envie de rester libre, ne pas avoir de responsabilité parentale. Tu en as 39% qui disent les risques que l'évolution du climat fait peser sur l'avenir des futures générations, incendie, sécheresse, pollution. Tu en as 37% qui disent les dangers liés à l'évolution politique et sociale en France et ou dans le monde, guerre, attentats, insécurité, immigration. Ah bon. Et 35% qui what the fuck mais bon, qui dit voilà. Ipsos, non c'est pardon IFOP. Fallait bien qu'ils mettent un petit bail. Et il flippe. Et les risques de surpopulation, le nombre déjà trop élevé d'habitants sur la planète. Là, on est en train de te dire qu'on n'est pas assez. Moi, j'ai écouté le C'est ce soir sur le sujet. T'avais Hervé Lebras. qu'on aime bien parce qu'il est fort, lui, c'est un démographe. Hein. Ouais, tout à fait. Je peux te dire qu'il était chez Sud Radio, il avait bien sur les théories du grand remplacement, etc. Il les avait tous éclatés. Ouais, on est sur du carré là. Ouais, il est carré. Hervé, faut lire. Lui, faut le lire. Ouais, lui, déjà. c'est cool de l'inviter à l'occasion. Ouais. Moi, j'aime bien inviter des profils différents, tu vois. C'est bien stylé. Ouais. Non, en fait, lui, il expliquait que il n'y avait pas un problème de fertilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certes, elle a baissé un peu chez les femmes, mais c'est surtout la contraception qui explique la baisse
C'est volontaire, quoi. C'est volontaire, voilà. C'est pas un phénomène. Je suis même surpris en fait qu'ils doivent répondre à ça. Ouais, c'est ça. Et il disait que quand on dit de faire des enfants pour la patrie, ça a jamais été, ça a jamais eu un intérêt parce que c'est un peu ce que Macron dit, parce qu'il parle qu'en 1891, il y avait une grosse campagne de faire des enfants pour la patrie et ça n'avait pas du tout fait bouger la natalité. Et il y a d'autres personnes qui étaient sur le plateau qui disaient que 30% des revenus des ménages sont alloués au logement, donc ça déchauffe énormément d'agrandir une famille parce que ça sous-entend soit que tu as une chambre en plus mais ça coûte cher, soit ils vont être à 4 dans une chambre et c'est pas l'intérêt, tu vois, si tu as envie qu'ils puissent s'épanouir, etc. On a tous eu des familles plus ou moins nombreuses, quand tu te retrouves à plusieurs dans une chambre, c'est chaud. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est chiant. En plus moi j'ai 2 sœurs, tu vois, donc t'es pas dans le même mood et elles sont un peu plus grandes que moi, donc voilà, il y a tous ces... Et donc en gros, Monsieur le Président, si vous voulez qu'il y ait plus d'enfants, des châteaux à tout le monde. Déjà, vous payez des châteaux à tout le monde. Non, mais en gros, il faut qu'il y ait... Pas quand je dis qu'il y a un intérêt, non, c'est qu'il y ait des conditions décentes pour que les gens puissent se dire tiens, j'ai envie de mettre un... Je pense à toi, Farah, je sais que toi, quand tu as eu Nono, ils t'avaient dit bah non, tu n'auras pas le droit d'avoir d'aide. Elle n'a rien eu comme aide. Elle n'avait pas de RSA. Ouais. Normal. Pas de RSA. Non, bah non. Parce que ça sert à rien de faire le conjoint il gagne trop, machin. Ouais, c'est très pertinent. Alors ça, je comprends. L'enfant n'était pas là, en fait. Super logique. Ouais. C'est en ce moment. Moi, je sais que j'ai pas d'oseille là. Ouais. Qu'est-ce que tu vas regarder quand j'avais 20 ans? Bah t'étais bien. Là. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc, si t'aides pas les gens à pouvoir assumer leur enfant, bah c'est normal. Dieu merci qu'on ne fasse pas d'enfants quand on sait qu'on peut pas assumer. Heureusement, en vrai, pour pas. Bah oui. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais non, mais totalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment, voilà, faut arrêter. En fait, ce qui est super intéressant, c'est bon, ça caractérise encore une fois l'ignorance de ceux qui sont supposés être compétents. C'est pour ça qu'ils ont cette place-là. Qu'en fait, c'est fou parce que ça, c'est un truc niveau collège. Niveau collège, transition démographique. Voilà, tu vois le chapitre, c'est un classique. D'ailleurs, on parle même plus de ça, tellement c'est déjà dépassé. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je suis même surpris que Hervé Lebras a dû parler de ça, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un principe naturel. Quand je dis naturel dans le sens mécanique, ça s'est bien goupillé. C'est que quand tu donnes accès à l'éducation à tous, tu vois, on revient là-dessus, et quand on dit tous, c'est tous et toutes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, en fait, continue d'étudier. Parce qu'en vérité, c'est kiffant d'étudier si en plus on a la possibilité de le faire et qu'on se sent bien pour le faire. Voilà, c'est à ça que servaient même les bourses, etc., qu'on est en train aussi de réduire drastiquement. Je tiens à préciser que des pays riches donnent des bourses non sur critères sociaux. Eh ouais, parce que ça, par contre, c'est ce qu'on appelle des politiques d'encouragement à l'étude, pour maintenir le niveau. Ah ouais, t'as des pays, c'est du 2000, 3000 par mois, Quoi? Littéralement, non mais littéralement, bien sûr. Et et on pourrait se dire c'est la démographie. Quel pays? Ouais, je parce que moi je veux bien reprendre. Japon. Déjà t'as Japon. Bien sûr, t'as le Japon. Chaud là, parce que l'anglais il maîtrise pas trop. Pour donner un exemple, même l'Arabie Saoudite aussi fait ça. Et en fait, parce que c'est parce qu'on, je sais pas, quand t'es un pays plutôt logique, tu dis c'est bien quand même que ma population soit à un niveau assez chaud. Comment tu fais? Tu lui payes ses études en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et quand tu payes les études, tu lèves le niveau. Quand tu lèves le niveau, tu augmentes ce qu'on appelle la masse de gens super balèzes au niveau intellectuel, ce qui multiplie les génies. Ouais, en gros, si tu veux du Einstein, multiplie les doctorats. Ouais. Voilà. Et si tu veux encore plus d'Einstein, multiplie beaucoup plus les doctorats. Mais pour avoir des doctorats, faut banquer. Et le truc, c'est que pour la question démographique, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a égalisé, que ça, franchement, l'éducation nationale a fait, tu vois, taux de réussite au bac, tranquille, bien, on va dire, on va rester sur les standards, d'accord? Eh bien, concrètement, les femmes étudient autant que les hommes. Et en vérité, si ce n'est un peu plus, d'ailleurs. Ouais. Les femmes se mettent à étudier. Sauf que si tu étudies et que tu veux continuer tes études et terminer tes études, techniquement, tu vas pas forcément faire d'enfants à ce moment-là. Bah ouais, tu vas le faire plus tard. Voilà. Bien plus tard. Même si certaines, des fois, elles le font pendant, c'est vrai. Elles le font d'ailleurs pendant parce qu'elles se disent peut-être que c'est propice. Et mais dans ce cas-là, c'est vrai que c'est vachement casse-bonbon. Parce que là. Oui, tu gères ta grossesse, t'as pas d'argent. Parce que oui, en France, étudiant, c'est que t'es rien en fait. Ah ouais, étudiant, t'es dans le merveilleux monde des riens.
en fait. Tu ne sers à rien. Tu es là, tu ne fais pas un stage rémunéré, tu n'es pas en alternance, oui, parce que là je mets à l'exception tout ça, évidemment. Donc toi, tu ne sers à rien, en fait. Tu es juste un étudiant, je suis étudiant. Donc non, en fait, ça aussi, il va falloir changer tout ça. Hein. Ouais. Mais donc, de fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça fait une transition, parce que, bah, évidemment, on imagine bien quand même que si les femmes étudient longtemps, tout comme les hommes, bah, c'est pas pour le vide non plus. C'est se dire, ah bah maintenant que j'ai fait un bon petit bac plus 5 ou même bien plus, bah allez, carrière quand même, on va se faire un truc bien, je vais avoir un poste sympa. Bah, quand tu fais ça, pareil, là aussi, ça, au minimum, tu réduis les enfants envisagés, parce que c'est une question de temps et d'horloge biologique. Au maximum, même, t'en fais pas pour l'instant. Tu te dis, voilà, attends, je vais commencer, je vais faire ma petite carrière, je vais m'installer bien, c'est bon, j'ai la base, j'ai mon CDI, tranquille, ce que tu veux. Et là, bon, ok, c'est le moment. Sauf que comme c'est le moment, c'est tard, ce qui est encore une fois tout à fait normal, il n'y a rien de chelou, et ben en fait, bah, ça sera qu'un seul enfant, peut-être un deuxième. Peut-être. Et là, mais après, c'est fini. Si tu généralises ce modèle, bah forcément, ça ratatine les courbes de naissance. C'est-à-dire il y a de moins en moins de naissances. C'est ça qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire quand on passe de 7 enfants par femme à 1,68 par femme, bah, c'est qu'il s'est passé ça. C'est que les femmes, ah bah c'est bien, elles sont plus occupées. En fait, elles font des trucs qu'elles aiment. Mais c'est grave du coup qu'on soit pas descendu sous les 700 000 Non, parce que c'est pour ça que c'est pas le vrai indicateur. C'est pas l'indicateur le plus pertinent, selon moi. Hein. L'indicateur, c'est toujours encore une fois le nombre d'enfants par femme. Et premièrement, et qu'on soit à 68, c'est un 68. 1,68, ça y est, on commence la vraie pente, mais c'était inévitable en vrai. Justement, parce que c'est pour ça. En fait, c'est une bonne nouvelle, mais elle a des implications qu'il faut effectivement regarder. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est vraiment une preuve matérielle, littéralement matérielle, que comme on dit, les femmes sont occupées volontairement. Tu vois, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Et elles le font au moment où elles ont envie de le faire. Soit il parlait de contraception, c'est tout à fait ça. Que là-dessus, on est au raccord, elles sont diplômées. C'est une vraie preuve d'égalisation, on va dire au moins sociale, entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est super intéressant et important. Et il ne faut pas chercher. Hein. Tu regardes dans l'ensemble des pays qui connaissent ce type de développement d'égalisation homme-femme, et bien littéralement, en fait, les naissances, elles s'écrasent. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça, même pas mal de démographes parlent de ça, de la Corée du Sud qui a ce grand problème, Singapour qui connaît ce problème. En fait, quasiment tous les pays qui deviennent riches connaissent inévitablement ce problème-là. Mais ça veut dire que quoi? Ce problème, il implique que derrière, il y a moins de personnes il y a moins de personnes pour cotiser, pour payer les retraites. C'était ça le premier problème. Ouais, bah après, en vrai, non, mais en fait, il y a des instruments. Ça, peut-être on en reparlera. Mais non, c'est vrai qu'il y a un truc basique, c'est que c'est quasiment une évidence, mais il faut quand même le dire. Il ne peut pas y avoir d'économie réelle forte s'il n'y a pas une démographie qui le soutient. Tu vois, si tu veux, c'est comme c'est un truc que tu peux prendre à l'échelle d'un village et que tu peux étendre à un pays. En gros, un village, si tu veux être un boulanger dans un village, il faut que tu aies des gens qui mangent ta bouffe. Ouais. Toi, c'est aussi basique que ça. Donc, en fait, un boulanger, il est très content quand il y a plusieurs habitants qui viennent. Donc, je me permets de te couper. Vas-y, carrément. L'immigration, c'est plutôt positif. Eh ben, t'as tout compris. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que c'est super chelou et même malsain de venir de dire oh là là, on a un problème de démographie. Mais dehors les immigrés, dehors. Mais oui, en fait, c'est quoi le message? On veut du monde, mais de chez nous, quoi. Comme nous. Ouais, voilà. on veut du chez nous. De la pigmentation. Ouais, voilà. Et ça, c'est gravement malsain. Parce que l'immigration est un cadeau dans ce cas-là. C'est pas un cadeau, c'est vital. Oui, ça, Hervé Lebras, ça le dit. Mais c'est vital en fait, c'est pour ça. Par exemple, mais l'ennui, c'est que peut-être qu'il serait un petit peu temps d'arrêter d'appeler ça de l'immigration dans le sens très péjoratif. C'est qu'en fait, ça s'appelle du peuplement. Parce que toute nation a besoin de se peupler, en fait. Et ça n'existe pas des nations monolithiques. En fait, ça, faut qu'on arrête avec ces fantasmes. Hein. Normalement, c'est des vieux trucs dégueulasses qu'on a essayé de balayer dans l'histoire. Hein. Le truc de on veut rester les mêmes, de la même race et de la même couleur et du même sang. Ça, ça va finir parce que vous allez faire ça entre frères et sœurs, les amis. Hein. Vraiment, vous allez devoir vous clarifier sur ce sujet. Donc là, concrètement, mais évidemment, en fait, c'est pour ça que c'est complètement édingue, hypocrite et malsain, le fait de s'amuser à dire ah ouais, là c'est vrai qu'on s'inquiète, 1,68, parce que déjà, la France, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pays le plus dynamique démographiquement par rapport à tous les pays européens. Et les pays, ça y est, ils sont en voie de disparition en termes de peuplement. Ah ouais? Oui, genre en gros, qui? c'est-à-dire que l'Allemagne qu'on connaît ne sera plus dans 50 ans l'Allemagne qu'on a connue.
C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, en fait, les Allemands tels qu'ils sont aujourd'hui, d'ailleurs qui sont déjà un peu mélangés, mais les Allemands tels qu'ils sont aujourd'hui, de nationalité allemande, de culture allemande, et ben en fait, ils vont littéralement disparaître. Sauf si ils accueillent des masses de peuplement extérieures. Et voilà. Et qu'ensuite, il s'agira de transformer par une magnifique opération administrative en nationaux, et ben d'un coup, ça deviendra de nouveaux Allemands. Alors oui, ils changeront un petit peu de couleur et un petit peu de cheveux, et peut-être même de religion, mais concrètement, en fait... C'est des nouveaux Allemands. Ouais, c'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Et dans l'histoire du monde, il faut comprendre à un moment donné que c'était ça, en fait, dans tous les peuples et tous les empires et toutes les civilisations. Et il faut se dire très clairement, les peuples qui se sont amusés au petit jeu de espace vital, on est tous les mêmes, etc. Et ils ont littéralement pris la carte de la consanguinité, on va faire avec les sœurs, etc. et tout, littéralement. Ah non, mais littéralement. Ah bah oui, parce que si tu veux vraiment préserver ta race, va falloir que tu fasses avec ta famille. C'est la base. C'est comme on dit, la souche de la race, c'est la famille à un moment donné. Et donc, quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, ça donne des enfants dégénérés. C'est de base, je suis méchant, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, ça s'écrase sur eux-mêmes. Et de toute façon, tu vas te faire bouffer par l'histoire. Parce que c'est le diable qui se mord la queue. Concrètement, la question va falloir dépasser les fantasmes sur les notions de peuplement. Il y a des travaux récents qui ont bien montré en fait que faudrait déjà qu'on change de rhétorique, qu'on avait trop pris de ce qu'on appelle la littérature impériale, qui consistait à dire par exemple qu'il y avait des invasions barbares. Tu vois, alors que une barbare, ça qualifie en fait les peuples qui sont aux marges de l'empire. Et en fait, c'était attention, les barbares, c'était un peu de tout. Ça allait de Clovis à Attila. C'est ça les barbares pour les Romains, en passant par Hannibal. Et c'était des gens civilisés aussi, parce que faut pas rester sur la rhétorique centrale romaine chelou. Et là, en fait, aujourd'hui, les historiens, ils préfèrent, et ils ont raison, de parler en fait de migration des peuples. Parce que c'est ce qui s'est passé quand il y a eu en fait les Mongols dans les steppes qui ont eu des problèmes de changement climatique, parce qu'il y en a eu plein avant, des changements climatiques, ils ne pouvaient plus rester parce que les lacs s'asséchaient. Et les Vikings aussi, c'est un peu ça. En fait, mais vraiment, il y a plein de mouvements de peuples qui se sont faits à cause soit des questions climatiques, soit des questions épidémiologiques aussi. On le voit par exemple au Cameroun, il y avait des déplacements des populations peules, en fait à cause d'une épidémie qui était terrible pour eux et leurs bovins, qui les a amenés à se poser davantage dans le nord Cameroun et dans d'autres contrées. C'est pour ça, en fait, c'est le mouvement de la life. Mais c'est vrai, je vous le dis très clairement, c'est vrai. Si vous n'arrivez pas encore à avaler le fait qu'un humain, c'est un être humain, qui peut avoir ses spécificités, son histoire, son background culturel, etc., mais que ça reste un humain comme vous, que vous le voulez ou non, il fait caca comme vous, etc., et ben concrètement, vous allez toujours avoir ce problème-là. Enfin, si vous pensez ça, c'est tant mieux, mais si vous considérez qu'il n'est pas comme vous, que vous avez un truc ontologique qui ne peut pas être soluble et qui ne peut pas se confondre avec vous, eh ben, en fait, vous allez mourir avec vos frères et sœurs consanguins, tout simplement. Et vous allez être voué à la disparition. C'est tout. CQFD, merci beaucoup. Comme ça, je vais lire quelques messages avant de conclure cet épisode. Il y a le Jim qui dit tout est cher, le travail ne paie pas, on arrive à peine à partir en vacances, à payer le loyer. Et il y a un con psychopathe qui pense que les gens ont envie de faire des enfants pour vivre la même galère qu'eux. Il y a M&S qui dit il n'y a pas de solution de garde ni de soins et que le patron peut également nous virer à moindre coût si nos enfants sont trop souvent malades. Tout est fait pour que les Français n'aient plus d'enfants. Tu te rends compte même une femme qui est enceinte ou qui on pose à la question souvent pendant les entretiens, est-ce que vous comptez tomber enceinte ou avoir des enfants et tout, ça c'est scandaleux en vrai d'en arriver là. Il y a Dr TJ qui dit à deux doigts de la punchline, redonner la Gaule à la France. Tiffany BRD qui dit pourquoi inciter les Français à faire quelque chose que tu n'as pas voulu faire. Oh, et il y a Thibaut qui dit je pense qu'il faut arrêter de baiser juste pour faire chier Macron. C'est bien, ça a déjà commencé, mais tiens, je t'ai rajouté aussi d'ailleurs un truc, c'est vrai. Bon, déjà, tu parles à tes pompes ou à ce que tu veux, mais tu donnes pas d'ordre aux femmes, en fait. Déjà, ça t'as pas à le faire. Ouais. C'est non seulement dégueu, mais il va vraiment falloir arrêter. Et c'est valable à tous ceux qui ont la même idée, explicitement ou implicitement. Donc, en fait, les femmes, elles font ce qu'elles veulent de leur utérus, ou pas d'ailleurs. Concrètement, c'est-à-dire que, littéralement, c'est pas à qui que ce soit d'autre de leur dire ce qu'elles doivent faire. Et ça a été censé être une grande conquête de la contraception, de l'IVG, etc. C'est qu'à un moment donné, elles disposent de leur corps.
corps, comme elles l'entendent, quand elles l'entendent et comme elles le veulent. Et ça, va falloir bien se l'imprimer. Et encore une fois, on voit qu'on a pas mal de taf à faire sur ce point-là, parce que si au plus haute sphère de l'État, on s'amuse à sortir des punchlines des années 40, va falloir vraiment je sais pas, c'est incroyable, il est possédé par une âme de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait flipper quand même. Mais vraiment, vraiment. Et au passage, ça aussi c'est très important sur la question en fait à la limite ce qu'on peut faire, parce que ça serait quand même pas mal non plus sur le court, moyen et long terme, de mettre en place des vraies mesures d'accompagnement, j'allais dire même de tranquillisation pour toutes celles et ceux qui veulent avoir des enfants, parce qu'il y en a quand même encore, faut pas s'inquiéter de ce point de vue-là. Mais de toute façon, c'est inévitable, ça va descendre. Mais au moins faire en sorte de le freiner un tout petit peu, en faisant en sorte qu'on soit très bien dédommagé quand on travaille plus parce qu'on veut avoir des enfants, on veut les garder, qu'on soit d'ailleurs papa ou maman ou les deux, etc., et qu'on soit même homoparental, etc. Mais concrètement, sans parler aussi des gros problèmes et des obstacles qui sont toujours pas levés et clarifiés sur les familles monoparentales. Et ça, c'est un élément aussi extrêmement important, parce que c'est un trait maintenant très important de notre société, ce qu'on appelle même ce que j'appelle les femmes monopes, parce que c'est vraiment ça. Et concrètement, il y a des mesures, mais là encore, si on considère que c'est des dépenses, si on considère que non, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent magique, sauf pour faire des Jeux Olympiques qui vont détruire toute notre économie en un espace de même pas un mois et demi, bah ouais, là forcément, on va avoir un problème. De ouf. Merci beaucoup, Hamza. CKR, épisode 8. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec toi et avec vous. Merci à tous ceux qui bossent sur cet épisode. On a ma chérie Gaëlle à la réal, Farajou au make-up. Au showrunning, on a Mourad. Et d'ailleurs, allez checker sur la chaîne de Gaël Canicagnan le nouvel épisode de Mask Off qui est sorti. La face cachée des athlètes de haut niveau. Ultra intéressant. Là, c'était un épisode sur un basketteur, Gary Florimont. Je me suis pas trompé. Et allez voir, il est exceptionnel ce gars. Donc, c'est un kiff. Est-ce que tu as un big up à faire passer, un message, un livre à lire, quelque chose, une recommandation? Attends que ça me revienne. Bah oui, on a déjà dit pour le bouquin, ouais. Ça c'est pas mal. Donc la défaite de l'Occident, d'Emmanuel Todd. On a tous c'est déjà quoi lu d'Emmanuel Todd, donc celui-là, je peux vous dire que c'est gros mytho. Ça, c'est la dernière pépite, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais jamais. Moi, je bouffe du Todd chaque semaine, quoi. Donc vraiment, évidemment. Parce qu'il en sort tous les 2 jours. Ouais, oui, continuez nous en. C'est évident. Non, mais après, c'est ça, c'est que déjà, en tout cas, je vois des suggestions. J'avais parlé d'un commentaire qui m'avait marqué, où il y avait quelqu'un qui avait montré une statistique qui montrait bien avec une suite de nombres la statistique en fait qu'on avait évoquée aussi la dernière émission sur le fait que le nombre de personnes qui ne portent pas plainte pour les violences sexuelles et sexistes et les nombres de personnes qui portent plainte, c'est classé sans suite, et aussi le nombre rarissime de personnes qui accusent à tort. Et ça permettait de parfaitement montrer ce qu'on appelle dans une cohorte statistique, c'est dans les commentaires avec le 0, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, vous comprendrez, vous allez le voir, parce qu'il y a plein de schémas, il y a des très bons tafs là-dessus. En tout cas, je tiens vraiment à le dire, merci à des commentaires qui sont super enrichissants. Totalement, merci. Franchement, moi, en tout cas, je trouve ça génial. Et merci, parce que de toute façon, on compte bien, on va pas en démordre. On va pas lâcher le truc. On lâche pas. Merci à vous.